Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Et je suis ravi de vous accueillir avec Nicolas Cattelan, qui est l'autre personne présente sur l'écran, pour Bonsoir à tous. à cette présentation donc de l'Institut des études judiciaires, ou plus exactement de la préparation au CRFPA, pardon, organisée par l'Institut d'études judiciaires de notre université. Euh, alors, d'abord, un petit mot essentiel que notre secrétaire administratif m'a demandé de vous transmettre avant de rentrer dans plus de détails. Il est impératif que tous les étudiants activent leur nouveau compte Université Paris-Cité. Alors, je suppose que si vous êtes là, c'est que vous avez pu activer votre compte. Mais en tout cas, et je le dis aux personnes qui nous suivraient ou qui nous regarderaient, il est indispensable d'activer ce compte parce que avec ce compte, vous pouvez vous connecter à Moodle avec vos identifiants. Et Moodle, donc, qui est cette plateforme, va nous servir d'interface avec vous tout au long de l'année pour la préparation, euh, c'est-à-dire pour les entraînements, mais aussi pour un certain nombre de documents que l'on va mettre en ligne. D'accord? Donc, vraiment, j'insiste, vous devez impérativement vous créer votre compte au plus vite. Pourquoi au plus vite? Parce que en ce moment se déroulent les inscriptions pédagogiques. Lors des inscriptions pédagogiques, vous devez choisir les matières, je vais y revenir avec Nicolas, que vous passerez au CRFPA lors des épreuves écrites. D'accord? Et donc, les droits qui vont vous être ouverts aux différents cours, aux différentes sessions de cours, aux différents entraînements, vont être liés à ce que vous allez indiquer lors de votre inscription pédagogique. Donc, évidemment, un certain nombre de cours et d'entraînements sont communs à la note de synthèse, au droit des obligations, mais ensuite, vous savez que vous avez un certain nombre de choix à opérer. Et donc, il faut que vous procédiez le plus rapidement possible à votre inscription pédagogique. Selon les dates qui m'ont été données, vous avez du 13 janvier au 14 février. Pour ce faire, vous avez une fiche d'inscription pédagogique qui est accessible sur Moodle. Et vous comprenez donc que vous devez aller sur Moodle. Et si jamais vous ne pouviez pas y accéder, vous pouvez envoyer un mail au secrétaire administratif de l'IEJ, frédéric.duron@u-paris.fr, qui vous enverra cette fiche, puis vous les retournerez ensuite. D'accord? Donc, je me permets d'insister, c'est la première étape de votre préparation. Pour être bien préparé, il faut d'abord pouvoir suivre les bons enseignements et pouvoir participer aux bons entraînements. Et donc, il est nécessaire que vous soyez inscrit administrativement, bien sûr, mais aussi pédagogiquement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde de ce point de vue-là? Est-ce que toutes les personnes qui sont face à moi ont procédé à leur inscription pédagogique? Non. Donc, je vous engage à le faire. D'accord? De façon à... Alors, pourquoi? Parce que les corrections, Nicolas, sauf erreur, commencent dès la semaine prochaine, selon le calendrier. Oui, oui, ça commence la semaine prochaine. Donc, ça veut dire qu'il faut le faire au plus vite. D'accord? C'est-à-dire que les premières interventions commencent la semaine prochaine. La préparation du CRFPA, j'y reviens maintenant. Alors d'abord, je me présente, Jean-David Dreyfus, professeur de droit public, directeur de l'Institut d'études judiciaires depuis 2019. Donc j'ai vécu le Covid et le grand vide, mais donc c'est pour ça que je préfère avoir des gens en face de moi physiquement. Et est aussi présent le directeur adjoint de l'IEJ, Monsieur Cattelan. Voilà. Nicolas, tu veux dire quelque chose? Je Oui, sais. non, mais rappelez en effet que la plupart des corrections qui se font à distance commencent en fait dès la semaine prochaine et même pour le droit des obligations, en fait, dès lundi. C'est ça. Et les corrections de spécialité, mercredi pour le droit international européen et les autres matières, c'est à partir du jeudi. Donc il faut en effet être inscrit pour qu'on puisse avoir les différents liens Zoom qui permettent en fait aux étudiants d'aller vers les salles où auront lieu les corrections en ligne. Vous entendez, Monsieur Cattelan, quand il parle? D'accord. Enfin, vous avez donc compris ce que dit Monsieur Cattelan, c'est-à-dire qu'il dit la même chose que moi, c'est heureux, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer, hein, c'est pas.
même si vous ne faites pas le CRFPA, hein, si vous n'avez pas à rester dehors, hein, c'est pas, voilà. Bon, donc, si vous voulez vous asseoir. Donc, c'est important de le faire. D'accord. Donc, à part Monsieur Catlan et moi-même, il y a d'autres interlocuteurs, Monsieur Duron, que vous apprendrez à connaître, qui est le secrétaire administratif de l'Institut d'études judiciaires, c'est-à-dire la personne qui est votre contact privilégié. D'accord? Et il y a une autre personne qui joue un rôle important, qui est la personne qui s'occupe des étudiants qui ont un handicap et qui souhaitent bénéficier d'un plan d'aménagement, un PAEH. Hein. Alors, je vous le dis tout de suite, il est possible d'obtenir des aménagements aux épreuves, c'est-à-dire d'obtenir un tiers-temps ou d'obtenir la possibilité de composer sur ordinateur, mais cela nécessite une démarche de votre part. D'accord? Et ça nécessite une démarche de votre part auprès des services centraux de l'université et d'aller voir un médecin qui validera ou non votre PAEH. Ce n'est pas de notre appréciation. Et étant donné que ça impacte beaucoup sur l'organisation de l'examen lui-même, il faut le faire le plus rapidement possible. Et il y a sur notre site IEJ, qui est aussi quelque chose que vous devez consulter régulièrement parce qu'il y a tout le planning de la préparation et un certain nombre d'indications fort précieuses. Il y a un lien pour entrer en contact avec les personnes qui gèrent cette question des PAEH. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui relève de votre responsabilité. C'est à vous, si vous souhaitez avoir un aménagement, ou tenter d'en avoir un, de mener la démarche auprès des services du pôle qu'on appelle le pôle handicap, mais handicap pouvant concerner une multitude de situations. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est aussi une démarche que vous devez faire. Des questions? D'accord. Alors, sauf erreur, vous avez jusqu'au 31 mai pour mener cette démarche s'agissant auprès du pôle handicap. D'accord. Et la référente handicap dans notre faculté, c'est Madame Kotic. Voilà. Donc, il y a une référente administrative qui s'appelle Madame Kotic. Voilà. J'en ai fini avec la présentation un peu administrative. Alors, je propose que nous en venons au rôle de l'IEJ. Si Nicolas est d'accord, sauf si tu me coupes hein, quand tu veux. Au Non, rôle non, de... je voulais juste rappeler en effet que pour les étudiants qui pourraient bénéficier d'un aménagement, alors dans l'immense majorité des cas, en fait, ce sont des étudiants qui ont déjà eu des tiers-temps dans le cadre des examens qu'ils ont eu à l'université, ce qui signifie qu'ils connaissent le protocole. Là, il faut juste en fait répéter le protocole, c'est-à-dire passer par la médecine préventive, donc devant un médecin, en fait, pour qu'on puisse adapter. Et évidemment, nous, c'est une obligation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura ce retour de la cellule handicap, évidemment qu'on fera tout ce qu'on nous a demandé pour le faire. Mais vu que cette gestion, il faut comprendre qu'on a cette année 1300 étudiants qui sont inscrits à l'IEJ, on aura donc un nombre conséquent d'étudiants qui bénéficient d'un PAEH. L'année dernière, on a doublé le nombre d'étudiants. C'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui les surveille avec d'autres surveillants. Donc je sais que ça représente une logistique qui est un petit peu lourde pour nous. C'est notre obligation, on ne se plaint pas de devoir le mettre en place, mais c'est la raison pour laquelle on met des délais un petit peu plus peut-être resserrés pour nous permettre justement avec la cellule handicap de mettre ça en place et que les étudiants qui bénéficient de ces aménagements puissent en bénéficier justement dans les meilleures circonstances, conformément à ce que la médecine nous indique. Donc il faut véritablement nous mettre, nous, dans une situation qui nous permet évidemment de réaliser ces obligations. Donc c'est pour ça qu'on met cette date, mais c'est vraiment important pour l'épreuve au mois de septembre. Voilà, c'est tout. 1319 inscrits, c'est le nombre de personnes qui sont inscrites à l'IEJ cette année. Alors, et qui vont bien sûr tous présenter le CRFPA au premier jour de septembre, et en particulier les épreuves écrites. Alors, le rôle de l'IEJ. Le rôle de l'IEJ, il est double de l'Institut judiciaire que Nicolas et moi dirigeons. D'une part, assurer l'organisation de l'examen, hein, et des examens, on va y revenir, donc en septembre et novembre, mais aussi coordonner la préparation à l'examen. Hein, L'IEJ, c'est vous préparer le mieux possible à l'examen, j'insiste bien, du CRFPA, c'est-à-dire de l'entrée à l'école de formation régionale d'avocats. Hein. C'est un examen. Alors, je voudrais tout de suite tordre le cou
à ce que j'entends tout le temps, ce n'est pas un concours. D'accord? Ce n'est pas un concours. Il n'y a pas un nombre de places prédéterminé euh, qui est limité. Hein. C'est un examen. Un examen sélectif peut-être, un examen difficile, on peut dire. Mais ça reste un examen. Je voudrais vraiment que ce soit clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas et il n'y a jamais eu d'instruction sur un volume d'étudiants qui doivent être admis au CRFPA. C'est pas ça. On n'est pas sur ça. C'est au contraire contrôler que vous avez des connaissances. Et vous êtes encore étudiant puisque c'est nous, les universités, qui organisons cet examen. Donc on est à la lisière entre l'école de formation professionnelle d'avocat, qui sera la suite, et la fin de votre formation universitaire. Donc vous voyez, mais c'est bien un examen. Nous sommes d'accord? Pour lequel il n'y a pas de contrôle continu, pour lequel il n'y a pas de seconde session, pour lequel il n'y a pas de conservation d'une année, de notes d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que malheureusement, si vous avez raté le CRFPA l'année dernière, à l'oral, vous étiez admissible et que vous n'avez pas réussi l'admission, vous ne gardez pas vos notes pour cette session. D'accord? Donc, c'est chaque fois, on recommence. C'est cruel, mais c'est comme ça. Nicolas? Et, alors, je vais insister sur ce point, mais alors c'est très étrange parce qu'on a beau le dire et le redire, Oui, moi ça m'arrive même que des étudiants en face de moi tirent une tête en mode très sceptique. J'ai travaillé pour l'IEG d'Aix-en-Provence avant de venir à Paris et non, maintenant celui de Paris. Il n'y a jamais eu de numerus clausus malgré les rumeurs et les légendes urbaines. Et ce qui est dingue, c'est que les étudiants ne nous croient pas alors que c'est nous qui faisons l'examen. oui, Euh, le professeur Dreyfus l'a dit, réglementairement, même dans la loi. Les IEJ sont des centres d'examen désignés par la loi pour l'entrée dans les écoles d'avocats. Nous sommes des universitaires, les concours, on ne connaît pas. On fait passer des examens de la première année jusqu'à la dernière année, y compris à l'IEJ. Un étudiant qui a plus de 10 à l'issue des épreuves voilà. d'admissibilité et d'admission intégrera une école des avocats. Celui qui a moins de 10 n'intégrera pas. Quelles C'est que ça. soient les capacités d'accueil des écoles, qu'elles soient parisiennes, strasbourgeoises, marseillaises, toulousaines, en réalité, ça ne nous regarde pas. Nous, la seule question qu'on nous pose et que la réglementation nous pose, c'est est-ce que cet étudiant a eu 10 de moyenne? Si la réponse est oui, vous intégrerez une école des avocats. Si la réponse est non, vous ne l'intégrerez pas. Et les décisions des jurys qui sont souverains quand même dans ce pays se basent exclusivement, se fondent exclusivement en fait sur les résultats qui sont obtenus et non pas en fonction de considérations qu'une école pourrait nous donner, qui d'ailleurs qu'on ne nous donne pas. On ne sait pas. Moi, je ne sais, à titre personnel, je ne sais même pas quelle est la capacité d'accueil de l'AFB de Paris, j'en sais rien. Et sans méchanceté aucune, je n'y accorde absolument aucune importance. Voilà. Exactement. Donc c'est très simple. Votre objectif, c'est d'avoir la moyenne. On vous souhaite d'avoir 18, mais c'est inutile. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne vous donnera pas une entrée privilégiée à l'école d'avocat. C'est pas un fast-pass hein, pour entrer à l'école d'avocat. Que vous ayez 10, 0, 1 ou 18, vous entrerez ou non à l'école d'avocat. Par contre, il faut avoir la moyenne à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission. D'accord? C'est clair pour tout le monde. D'accord? C'est pas la peine de vous faire des, de vous monter la tête sur quelque chose qui n'existe pas. Maintenant, c'est vrai, l'examen est difficile. Hein, c'est pas, voilà, parce il est exigeant. Il est exigeant. Mais c'est une autre chose. On peut être exigeant sans être un concours. D'accord? Bon, je pense qu'il faut que vous soyez conscient que c'est ça votre objectif, c'est d'avoir la moyenne. Alors, notre préparation, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, elle consiste d'abord, comme on vous l'a déjà dit avec Nicolas, par la correction des épreuves de l'an passé, c'est-à-dire de septembre 2024. Donc, la première des choses, la première des étapes qui va vous être proposée dans la préparation, hein, c'est de corriger l'examen, les épreuves de l'année dernière. Pourquoi? Mais je crois que c'est le meilleur moyen de prendre la mesure des sujets et des attentes de l'examen. Hein. Pourquoi cette formule de correction? Je crois que ce qu'il faut que vous compreniez tout de suite, et c'est important, c'est que s'agissant des épreuves écrites, donc des épreuves qu'on appelle les épreuves d'admissibilité, les premières que vous passerez, les
la commission qui élabore les sujets élabore aussi une grille de correction avec un barème de notation qui n'est pas à la carte pour nous, qui est obligatoire pour tous les IEJ de France, quels qu'ils soient. Donc là, on a un certain nombre de consignes, hein, Nicolas, un certain nombre de consignes qui sont des consignes en fait nationales et impératives qui en fait valent pour tout le monde. Et donc, les séances de correction vont vous permettre de voir ce qui était attendu par rapport aux différents sujets par la Commission nationale. D'accord? Dans chacune des matières qu'il fallait passer. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, à mon sens, l'épreuve de correction, elle est importante, très importante. Et d'ailleurs, elle va être assurée souvent par des personnes qui ont corrigé les épreuves du CRFPA pour nous, donc qui ont pu aussi apprécier des copies de l'an dernier. D'accord? Nicolas, quelques... Oui, Oui, alors je vais ajouter quelque chose. Alors, oui, oui. c'est une phrase que je vais prononcer, que je vais répéter. La pertinence et la plus-value en fait que ça va représenter pour vous et qui est une vraie différence par rapport à tous les centres de préparation ou les formations privées en fait qui existent sur le marché. On va pas nier leur existence. Non. C'est que ce qui se passe à l'IEJ, ce qui se passe dans n'importe quel IEJ, parce que ça vaut pour nous, on se considère pas comme en concurrence avec les autres IEJ publics de France. Ce qui se passe en fait et la vraie plus-value d'avoir se corriger, c'est que vous allez être celui qui va vous présenter la correction, c'est quelqu'un qui aura corrigé l'épreuve. Ça ne peut pas arriver dans le privé. Et c'est la vraie plus-value des IEJ, c'est que nous organisons l'examen, nous faisons la préparation, nous corrigeons les copies, ce qui signifie qu'en fait, on sait exactement ce qui se passe au niveau du back-office, en fait, ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que la personne qui va vous corriger, qui va vous faire le corriger la semaine prochaine, a vu 50, 60, 70 copies d'étudiants, à minima, il y en a qui en ont vu le double parfois, parce qu'ils prennent beaucoup de copies à corriger, ce qui leur permet en fait d'avoir un retour d'expérience. Les militaires diraient un rétex des plus précis possibles, parce que justement, ils savent ce qui a manqué dans les copies, ils savent ce qui était attendu, parce qu'ils ont accès au corrigé et au barème, ce qui signifie que ce sont les personnes les mieux placées de France, en réalité, pour vous donner des conseils et pour vous expliquer justement ce qui est attendu et là où les étudiants ont pu manquer ou là où les étudiants ont pu réussir. Et j'y reviendrai, mais au-delà du fait que nous sommes des enseignants-chercheurs et que c'est notre job et qu'on fait ça au quotidien, euh, c'est que ceux qui sont derrière, ceux qui corrigent, ceux qui font l'épreuve, la connaissent mieux que quiconque, nettement. Alors, donc, pour ces séances de correction, donc ça se passera par Zoom, hein, vous l'avez compris, puisque tout est dématérialisé. Alors ça, je vais être tout à fait clair. Tout est dématérialisé. Tout se déroulera par Zoom, y compris les entraînements, on y reviendra. Donc, vous aurez un lien sur lequel vous pourrez cliquer et vous assisterez donc à la séance de correction, un peu comme on le fait en ce moment en réalité, hein, mais voilà. Oui, et de la même manière, c'est-à-dire si on loupe le cours, si on n'est pas disponible, etc., la plus-value que ça représente également, c'est qu'en plus, c'est enregistré. Voilà. Ce qui signifie qu'en plus, vous retrouverez, pour ceux qui assistent comme pour ceux qui n'assistent pas, la possibilité en fait de relancer l'enregistrement pour le réécouter ou pour l'écouter si vous étiez absent, ce qui vous permettra en réalité de conserver ce cours et de toujours pouvoir revenir à certaines choses qu'on vous a dites et non pas nécessairement à votre prise de notes qui peut être un peu approximatif si l'enseignant va vite. Là, vous savez que vous aurez tout à votre disposition qui restera en ligne pour que vous puissiez les utiliser. Ça, donc, ce sera sur janvier, fin janvier, début février, hein. Voilà, ce sont les corrections dans les différentes matières. D'accord? Ensuite, la deuxième étape, sauf si tu veux ajouter quelque chose, Nicolas, c'est la mise à niveau, on va dire, ou la mise à jour, hein. Un peu comme un logiciel se mettrait à jour, ben, c'est un petit peu la mise à jour, c'est-à-dire que vous allez avoir une sorte d'actualisation de vos connaissances, hein, parce que j'aime pas dire cours, parce que vu le nombre d'heures, ce ne sont pas des cours. Vous allez avoir un certain nombre d'actualisations de vos connaissances dans les différentes matières pour lesquelles vous souhaitez présenter l'épreuve écrite. Donc, des professeurs, des enseignants-chercheurs ou parfois peut-être des avocats vont vous, pendant un certain nombre d'heures, 4 à 6 heures, vous présenter les nouveautés, les points les plus importants dans la matière et vont vous apporter une actualisation des connaissances. Mais, j'insiste bien, là encore, pas de tromperie, ce n'est pas un cours,
de 30 heures qui reprend les fondamentaux de la matière en intégralité. Par exemple, une matière que je connais bien, le droit administratif, vous n'allez pas avoir un cours de droit administratif de 30 heures. Non. Vous aurez, non mais, ni un cours de droit pénal de 30 heures. C'est pas l'objectif. C'est pas le but. Ici, c'est une préparation à un examen. C'est pas une faculté. Vous êtes allé à la faculté. Vous avez eu ces cours. Vous les avez. Donc, le but, c'est de vous mettre à jour et de vous mettre en phase avec ce qui est le plus important dans la matière et actualiser vos connaissances. D'accord? Donc, c'est ça qu'on demande et ne soyez pas surpris aux différents intervenants. C'est de vous mettre à jour par rapport à des connaissances que vous avez dû acquérir au cours de vos études, mais qui, peut-être parce qu'elles sont un peu loin, ah bon, pas si loin que ça quand même, hein, voilà, sont peut-être moins fraîches dans votre esprit. Mais ce ne sont pas des cours à proprement parler. Donc, ça va vous permettre, matière par matière, de vous rappeler un certain nombre d'éléments et de vous mettre à jour sur, et peut-être de vous mettre aussi sur comment dire, de vous indiquer ce sur quoi il va falloir particulièrement travailler ou ce qui doit particulièrement retenir votre attention. Vous voyez, voilà, c'est aussi un peu prospectif, hein, parce qu'on commence à avoir une idée de comment fonctionne la Commission nationale, hein, parce qu'on a déjà eu 2 fois des sujets d'elle, donc on sait un peu ce qu'elle prépare, comment elle travaille, vous voyez, quel type de questions. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Ce sont des mises à jour, hein, c'est d'actualisation des connaissances. Pareil, dématérialisé en février, mars. Voilà. Nicolas, des choses à ajouter? Oui, non, en effet, il y a des tendances qui se dégagent. Elles sont d'une double nature, à la fois par rapport en effet à la manière dont les sujets sont formulés et un petit peu les thèmes qui ont pu être traités, et également les grandes tendances normatives et jurisprudentielles au cours des derniers mois. Il est quand même c'est pas rare en réalité que les sujets portent sur des questions qui ont fait un petit peu l'actualité. Et ces séances justement d'actualisation servent à ça. C'est-à-dire, l'idée c'est que vos cours qui ont été dispensés, la vie est bien faite quand même, dire le programme du CNFPA recoupe en fait les programmes de cours qui sont dispensés en deuxième, en troisième et en quatrième année. Voilà. C'est la raison pour laquelle en réalité on ne reprend pas ces cours. Ils ont déjà été dispensés. L'idée c'est que vous fassiez vous déjà des révisions au sens premier étymologique du terme révision, c'est-à-dire revoir ce que vous avez vu, le travailler déjà de manière autonome et personnelle, et ces enseignements de 2 fois 2 heures par matière, plus en droit des obligations évidemment, permettent juste de revenir un petit peu sur les points saillants, sur ce qui est d'actualité, et ce que la commission a pu aimer ou un peu, comment dire, pas mal investir au cours d'un sujet, sachant qu'évidemment, le fait qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, hein. Si un thème est tombé 2 fois au cours des dernières années, il y a peu de chances qu'il retombe. Je prends l'exemple du pénal où le vol a dû tomber 4 ou 5 années d'affilée. Bon, ben, l'année dernière, il a fini par plus tomber, ce qui est plutôt logique parce que plus ça tombe et puis on se rapproche du jour où ça va arrêter de tomber. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir sur ça et que chacun comprenne qu'en réalité, la préparation au CRFPA, c'est évidemment un travail d'apprentissage et de révision personnelle sur lequel la préparation en fait se greffe. Mais s'il n'y a pas ce travail en amont, aucune préparation en réalité ne peut tendance à ajouter une plus-value. Et je dirais par rapport à ça que notamment, vous allez avoir des corrigés la semaine prochaine de tous les sujets. Je vous invite très vivement à lire les sujets avant qu'il y ait le corrigé pour qu'au Ah moins oui. vous les connaissiez, voire vous y passez un quart d'heure ou une demi-heure de votre vie sur chaque sujet. Vous réfléchissez à la manière dont vous auriez pu le traiter, ce qui vous permet de voir un petit peu la distance qui existe d'ores et déjà entre ce qui était attendu, entre les prérequis et on va dire les connaissances pour l'instant un peu basiques que vous pouvez avoir. Mais c'est une évidence que faut pas venir les mains dans les poches à la première séance. Lisez au moins le sujet et peut-être même noter 2, 3 questions. Ça sera le moment de les poser à celui qui vous corrigera. Voilà. Alors, ça, c'est donc toujours pour les matières qui vont être préparées pour les écrits, hein, on est bien d'accord. Et alors, troisième volet, les entraînements, hein. C'est-à-dire que dans les différentes matières, vous allez avoir un certain nombre d'entraînements, que ce soit en note de synthèse, que ce soit en droit des obligations, que ce soit dans la spécialité que vous aurez choisie et dans l'épreuve de procédure que vous aurez choisie, hein, puisque vous passez 4 épreuves en septembre
à l'écrit 4 demi-journées successivement. Donc, vous allez passer ces matières, donc vous devez choisir spécialité, procédure, etc. D'accord? Donc, vous allez avoir des entraînements qui ont lieu à partir du mois de mars, avec donc une mise en ligne du sujet sur Moodle. Tout est indiqué sur le site, il y a le planning, d'accord, sur le site de l'IEJ, mise en ligne du sujet. Ensuite, vous avez un délai pour faire votre copie, et ensuite, vous devez l'envoyer ou la déposer, enfin l'envoyer sous format donc électronique au secrétariat, qui ensuite transfère au correcteur. Tout se fait en format dématérialisé. Et on vous demande de respecter, parce que c'est indiqué sur le site, les dates, hein, parce qu'il faut que ce soit organisé, parce que se chevauchent plusieurs entraînements dans plusieurs matières. Donc, on a essayé de cadencer les entraînements. Donc, si je lis là, entraînement numéro 1, la note de synthèse, bon, ça sera janvier, mais c'est la première note de synthèse. Ensuite, ce sera mars, ce sera avril, ce sera mai, hein. Ensuite, il y aura le droit des obligations, ce sera mars, ce sera mai, ce sera juin. Ensuite, la spécialité, ce sera mars, ce sera avril, ce sera juin. Vous voyez, donc on a essayé avec des dates pour chacune des entraînements, pour chacun des entraînements. D'accord? Donc, toujours la même chose, il faut impérativement que vous alliez sur Moodle, parce que tout va passer par Moodle où va se trouver le sujet. Tout le monde comprend? Et donc, dans chaque matière, vous aurez un sujet différent à chaque fois, évidemment. Et ensuite, il y aura une correction et un tableau de correction des différentes copies qui auraient été remises, soit celle-ci corrigée. Vous vouliez poser une question? Non? Pas de question? Oui, non, mais vous pouvez poser des questions, hein, c'est pas le but, c'est aussi que vous posiez des questions. Oui, les copies qui sont utilisées que vous envoyez, ça vous aurez va être mis en ligne. J'espère comprendre la copie que vous aurez à utiliser le jour du CRFPA. C'est une copie, ah oui, c'est une copie particulière, oui. Oui, elle est à disposition en Elle fait est à sur disposition. Moodle pour que vous puissiez en fait l'imprimer, et notamment par exemple, pour l'exercice de note de synthèse, puisque justement c'est calibré par rapport à la copie double. Les copies en fait sont mises à disposition sur Moodle. En fait, vous l'imprimez, vous pouvez l'utiliser comme ça. Donc c'est prévu. On va revenir sur les différentes épreuves, hein. Mais oui, vous allez avoir une copie, la copie, l'exacte copie que vous aurez le jour des épreuves, puisque et que vous aurez à remplir. Comme ça, vous pourrez vous entraîner vraiment dans les conditions de l'examen, puisque vous savez que pour la de synthèse, c'est 4 pages maximum. Donc, les 4 pages, en effet, sur notre. D'accord? Donc, ça, des entraînements, tout est dématérialisé, transmis en ligne. Les équipes qui corrigeront vos copies sont issues des correcteurs de l'examen final de l'année dernière. Voilà, c'est un petit peu la même chose, hein. L'idée, c'est d'utiliser les compétences. Y a-t-il un intérêt particulier à choisir une matière ou une autre? Ah bah, pour l'inscription pédagogique. Bah, écoutez, Monsieur Mégarbi, si vous êtes pénaliste, il vaut mieux pas prendre droit administratif, vous voyez, je pense. Mais ensuite, vous pouvez prendre, je sais pas, civil, et puis, ou si vous êtes fiscaliste, vous voyez, c'est mieux de prendre fiscal. Vous voyez, donc, je sais pas, il y a une Non, stratégie alors, à avoir. si la Alors, question consiste à savoir en fait s'il y a une matière d'option qui est mieux notée ou qui voilà. obtient des meilleures notes que les autres, si on prend comme exemple, juste comme exemple, les 2 dernières années, la meilleure matière d'option d'il y a 2 ans est devenue la pire cette année. La Ouais. meilleure matière de procédure il y a 2 ans est devenue la pire cette année. Ce qui signifie que, en termes de statistiques, et puis vu qu'on a un gros IEJ, on a quand même des échantillons assez représentatifs. Je peux vous assurer qu'il est absolument impossible de dire quelle matière ou quelle option Non. permet d'obtenir des meilleures notes. Chaque année, vous savez, il y a toujours une matière qui est un peu plus dure que l'autre.
C'est comme ça. Je vous dis pas qu'elles sont excessivement dures, mais si on doit faire une échelle de difficulté, il y a toujours une épreuve d'option qui est plus dure. Il y a 2 ans, par exemple, c'était droit international et européen. Ah Cette oui. année, c'était plutôt l'épreuve de droit des affaires, de droit fiscal aussi qui était très difficile, alors que l'année d'avant, fiscal était plutôt accessible. Procédure civile, cette année était très dure avec les questions sur, par exemple, les modalités d'exercice de l'appel. Il y a 2 ans, le sujet était vraiment, vous recopiez le code de procédure civile et grosso modo, vous aviez les points. Ouais. Donc, sincèrement, on peut absolument pas vous donner. Le vrai conseil pédagogique, c'est celui que le professeur Dreyfus vient de vous donner. C'est-à-dire qu'il vaut mieux partir sur des matières optionnelles dans des champs où on a quelques compétences déjà acquises ou des affinités. Vous avez Voilà. fait un master 2 en pénal, prenez la matière pénale. Si vous avez fait un master 2 en droit public, prenez l'épreuve de droit public. Si vous êtes affairiste, prenez affairiste. Il faut surtout être à l'aise. Vous allez passer beaucoup de temps sur une matière, vous allez beaucoup la préparer. Il vaut mieux avoir une certaine affinité, il vaut mieux que cette matière vous plaise. Et s'il y en a aucune qui vous plaît, prenez celle qui vous déplaît le moins. Voilà. C'est le choix par défaut. Il y a même social. Hein. Voilà, non, mais ce n'est pas l'épreuve ça me surprend beaucoup parce que quand on connaît l'importance du droit du travail dans notre société, mais c'est pas une épreuve qui manifestement suscite un intérêt manifeste. C'est un tort, c'est un tort. Le droit social, c'est une matière formidable. Oui, de Alors, loin, chez nous, c'est la matière la moins prise en option. voilà, si je peux vous dire, De ça loin. correspond à très très peu de copies, vraiment. C'est la matière la moins prise, très clairement, en effet. Sachant qu'il y a quand même des tendances, il faut pas vous mentir, par exemple, la matière comme droit fiscal est une matière qui est de plus en plus prise, qui n'est pas forcément de plus en plus facile, mais qui est de plus en plus prise. Peut-être ça correspond aussi à certaines velléités de devenir avocat fiscaliste. Voilà, mais alors, il n'y a pas que donc les entraînements dont je vais vous parler, il y a aussi pendant l'année, avant de venir aux épreuves des écrits, la langue anglaise. Hein. Dès maintenant, quand je dis dès maintenant, c'est que les cours commencent. Hein, dès maintenant, il va y avoir des cours de langue anglaise qui vont commencer en janvier, hein, de 18h à 20h, puisque tous les cours sont à 18 heures, hein, pour permettre aux personnes qui ont une activité professionnelle ou qui sont en stage, parce que je n'oublie pas que la plupart des gens que j'ai en face de moi vont faire des stages, hein, parce que c'est aussi une des fonctions de l'IEJ que de vous permettre de faire des stages pendant votre année de préparation. Ou soit en Euh, master, hein, Jean-David. Donc c'est vrai que ça permet également de faire les cours après voilà, donc il n'y a aucun l'ancienne problème, école. c'est pas. Et puis, de toute façon, c'est 18h. Donc, vous avez les cours de langue anglaise de 18h à 20h qui commencent, d'accord, et qui ont pour but de vous préparer à une épreuve d'admission qui est l'oral d'anglais. Que je vous déconseille de balayer d'un revers de la main en considérant que l'anglais, quand on est avocat, bon, c'est pas important. Euh, Bon, d'une part, l'anglais est une langue importante. D'autre part, ça permet d'avoir des points. Et le jour où vous passerez votre grand oral, vous vous rappellerez ce que je vous dirai, je vous ai dit. C'est-à-dire qu'avoir eu une bonne note en anglais, ça sécurise beaucoup la façon dont on appréhende le grand oral. Parce qu'on se dit, j'ai déjà des points quand même acquis en anglais. Alors là, on a une préparation spécifique avec des enseignants spécifiques, hein, et des textes spécifiques. Euh, alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais bon, vous allez étudier des textes et il y aura un fascicule. Et c'est de ce fascicule que seront extraits les textes des épreuves orales lorsque vous la passerez. Donc là, ça commence. Et il y a d'autre part un cours de droit et des libertés fondamentales qui prépare au grand oral, qui aura lieu à partir du mois de mars. Donc là aussi, dès à présent, il y a un cours de liberté fondamentale qui est proposé de façon à vous préparer pour l'épreuve qu'on appelle l'épreuve du grand oral, dont on reparlera. D'accord? Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas, alors, il n'y a pas que des préparations pour les épreuves écrites, il y a aussi déjà des préparations pour les épreuves orales. D'accord? Alors, ce qu'on disait, normalement, ces cours sont enregistrés, donc ils pourront être revus par les personnes qui n'auront pas pu assister à ces cours. Mais moi, l'anglais, moi, je vous conseille si vous pouvez. Yes. D'accord? Des questions sur les différents cours? Donc, résumons-nous. Correction,
mise à niveau, entraînement, oral de langue, grand oral, liberté fondamentale. D'accord? Donc, c'est un peu le cocktail et le programme qu'on vous propose en termes de préparation. Nicolas, tu veux dire d'autres choses? Non, non, pendant que tu parles, je réponds aux Oui, personnes qui sont sur le chat, donc comme ça permet de... alors, il y a une question justement sur là où se dérouleront les écrits. Alors, ça ne se déroule pas dans les locaux de la faculté. Ah non. On loue en fait une salle de concours au sud de Paris. L'année dernière, c'était à Rungis. Il y a de fortes chances que ce soit au même endroit pour l'année prochaine, puisque pour faire rentrer autant d'étudiants, il n'y a absolument aucun amphi, évidemment, sur le site de Malakoff, mais même sur le site de l'université, en On a fait, bien qui permet pensé aux de... hôpitaux de notre université, vous répartir dans les différents hôpitaux, mais bon, c'est complexe. Avec l'université Paris-Cité, on a plein de sites hospitaliers. Mais bon, manifestement, c'est pas une très bonne idée. Donc, plutôt que de vous répartir, je sais pas, certains un peu Pidoux ou d'autres, voilà, à la ENEC, on va tous vous rassembler à Rungis. Voilà, c'est beaucoup plus voilà, sympathique. Non, non, mais l'idée, c'est de vous avoir en unité de site. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que de vous avoir sur le même site. Et comme dit Nicolas, il n'y a pas beaucoup de choix en réalité. Hein, Non, il y a pas beaucoup de choix et ça permet, ne serait-ce que d'assurer l'espacement minimal en fait entre les candidats pour les épreuves. alors, j'en Pour viens. les oraux, non, en revanche, excuse-moi, j'ai envie de les Oui, bien oraux ont sûr. Alors, lieu les sur euros, le c'est chez site nous. de la faculté à Malakoff, puisque là, il y a, je crois, l'année dernière, il y avait 350 étudiants qui sont passés de mémoire, je crois, à l'oral. Et Ouais, ça, on arrive à l'organiser sur 3-4 journées au niveau de la fac de droit, donc sur son site classique, en fait, à Malakoff. voilà. Alors, quelques chiffres. 43% d'admissibles après les épreuves écrites, 37% d'admis après les épreuves orales. Voilà. Il faut être transparent, il n'y a pas, c'est pas peine de mentir. C'est la réalité. Ces chiffres fluctuent, hein, Nicolas, un peu en fonction des années et de la difficulté. Voilà, je suis parti sur cette idée euh, que c'est à peu près ça. Alors, les examens. Les examens. Alors, les différentes examens composent ce qu'on appelle la phase d'admissibilité. Et pour être admissible, il faut avoir une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20. Si on a au moins 10 sur 20, on est autorisé à passer les épreuves orales. C'est ce que l'on peut appeler la partie nationale de l'examen, puisque ça signifie que les sujets sont nationaux, les dates, les heures des épreuves nous sont imposées. Ce n'est pas nous qui choisissons. C'est le ministère des Universités et la chancellerie qui décident des heures et des jours. Enfin, on peut vous dire, je pense sans trop se tromper, que ce sera début septembre. L'arrêté en fait est précis puisqu'il dit que c'est un lieu au cours des 2 premières semaines de septembre. Généralement, en tout cas jusqu'ici, ça a toujours lieu la première semaine de septembre, mais en réalité, il y a une marge jusqu'à la semaine de septembre. Le premier lundi ouvré de septembre est généralement le premier jour. L'année dernière, ça a commencé à mardi, ceci dit, de Voilà. mémoire. Oui, oui, oui. Euh, voilà, mais en principe, voilà, c'est la première semaine. Et au pire, la deuxième, l'arrêté ne permet pas d'aller au-delà. On a eu à peu près toutes les configurations, mais en fait, c'est toujours soit du lundi au jeudi, soit du mardi au vendredi, mais parfois on a eu du lundi, mardi, mercredi, pas jeudi, vendredi. Enfin bon, voilà. Mais bon, Et ça a toujours lieu l'après-midi parce qu'en fait, il y a des épreuves qui ont lieu dans les dom-toms et en fait, pour permettre justement d'aligner, pour éviter que ce soit absolument horrible pour les dom-toms et certains territoires qui sont vraiment très éloignés de France, les épreuves commencent toujours l'après-midi, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'épreuve le matin. Voilà, c'est comme ça. Les 4 épreuves, c'est l'après-midi. la confection des sujets, c'est la tâche d'une commission nationale, comme on vous l'a dit. Ce n'est pas nous qui faisons les sujets des écrits. Donc, les sujets, où que vous soyez, dans quel QEJ que vous passiez, seront les mêmes. D'accord? Et de même, les grilles de correction, hein, c'est la commission nationale. Composée, alors je dis ça pour moitié d'universitaires, pour moitié d'avocats, enfin en tout cas il doit y avoir des praticiens, Oui, il y a plus je ne sais pas d'universitaires que exactement, de mais bon, praticiens. Oui, oui, voilà, c'est surtout des universitaires. surtout des universitaires. Donc d'ailleurs ça, je pense que sa proposition est publique, hein, c'est rien enfin voilà, c'est pas. Oui, oui, c'est facile. Ça se retrouve en ligne sur le site du CNB. Il y a une page qui est dédiée en fait à la commission.
qui lui permet notamment de préciser, parce que c'est des questions qui se Oui, posent beaucoup, les documents qui sont autorisés oui. les jours de l'épreuve. Donc vous avez à la fois les membres de la commission et l'espèce de ce qu'on appelle la Alors, FAQ, la foire aux questions, qui permet d'identifier en fait les documents avec lesquels on peut venir à l'épreuve. Alors ça, c'est très important parce qu'on n'en parle pas assez, mais le jour de l'épreuve, vous pouvez venir avec un certain nombre de documents, mais cette liste de documents n'est pas arrêtée par nous, mais par cette commission nationale qui donc interdit parfois certains codes, hein, qui ne sont pas simplement des codes annotés, mais par exemple des codes Les commentés. codes commentés, oui, les codes Voilà. commentés sont Les toujours mégacodes, je ne sais impératifs. pas si ça existe encore, les mégacodes, mais à une Ouais, époque, maintenant on appelle ça, ouais, je crois que chez Dallos, c'est les codes commentés, c'est comme ça que ça voilà, les s'appelle. codes commentés, enfin, où il y a tout. Donc ça, non. Hein, non. Voilà. Donc là, Et alors, si c'est je puis me important. permettre, Ouais, ouais, ouais. Jean-David, notamment pour ceux qui sont dans l'option qui est la plus complexe en termes de documents, à savoir droit international et européen, puisque là, les Alors, normes ne sont pas vraiment codifiées, ouais. faites très attention, parce que certains ouvrages sont autorisés et généralement, aux alentours de l'été, ils sont en rupture. Donc, si vous êtes dans cette matière-là, que vous savez que vous allez la passer, regardez les documents qui sont autorisés et dès que la mise à jour est sortie, commandez-les hyper vite pour éviter les problèmes qu'on a eu l'été dernier avec un ouvrage qui avait été en rupture. La commission a été obligée de préciser le 20 août que finalement, alors on pouvait se rabattre sur tel texte, tel texte. Faites attention, préparez ça. C'est une question qui, pour l'instant, vous avez sans doute l'impression que c'est complètement Oui. futile, etc. Et à 3 semaines de l'épreuve, on va être inondé, le professeur Dreyfus et moi, de mails pour savoir est-ce que je peux amener tel document, etc. Alors qu'il y a une foire aux questions, elle est disponible sur le site du CNB, sur la page dédiée à la commission, qui explique exactement, matière par matière, ce à quoi vous avez droit. Donc inutile de nous interroger. Une fois de plus, nous ne faisons pas la liste, nous ne faisons que la rappeler. Elle est en ligne sur le site du CNB. Vous regardez, vous venez avec les documents qui sont autorisés. Et la question de savoir est-ce qu'on contrôle, la réponse est oui. Les surveillants qu'on paye pour l'épreuve passent dans les rangs pour vérifier vos documents et pour vérifier que ce sont bien ceux qui sont portés sur la liste donnée par la Commission nationale. Voilà, tout est dit. Et ne nous envoyez pas des mails le 15 août, ça ne sert à rien. Voilà. Parce qu'en général, c'est à ce moment-là, vous avez l'angoisse, hein, début août, l'angoisse monte, hein, jusqu'au moment du début septembre. Et en effet, autant aller voir cette liste. Nicolas a tout à fait raison. Donc, nous découvrirons les sujets en même temps que vous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc, voilà. Chaque épreuve, on les couvrira et on les ouvrira devant vous. Alors, quelles sont les épreuves écrites? La première épreuve commune est la note de synthèse. Elle dure 5 heures et est affectée d'un coefficient 3. C'est donc le plus important des écrits. Alors, c'est une épreuve qui n'est pas forcément celle qui réussit le mieux aux juristes que nous sommes. Euh, L'idée ici, c'est vraiment de respecter un certain nombre de consignes strictes et de rédiger le nombre de pages demandées et de ne pas en faire plus. Ce n'est pas une épreuve de connaissance juridique. J'insiste bien, ce n'est pas une épreuve de connaissance juridique, c'est une épreuve de synthèse d'un certain nombre de documents qui portent sur un thème. Oui, l'erreur serait ici d'ajouter des éléments que vous Voilà. connaissez et qui ne sont pas dans les documents. Ça, c'est une erreur, mais fondamentale à surtout ne pas commettre. Vous êtes sûrement très savant sur les restitutions, c'était le thème de cette année, de synthèse pas très facile d'ailleurs, qui concerne énormément de sujets, hein, vraiment, du droit civil pur à d'autres questions presque du droit international, parce qu'il peut y avoir, voilà. Donc vraiment un sujet. Mais on vous demande pas de connaître les restitutions et le droit des restitutions. On vous demande de synthétiser les documents sur les restitutions qui figurent dans le dossier qui vous est remis. D'accord? Alors, je vous dis tout de suite, si vous ne vous entraînez pas à la note de synthèse, vous ne réussirez pas. Si je peux vous le dire, à 100%. Si vous n'en avez pas fait un certain nombre, et même plus que les entraînements qu'on vous propose, à mon avis, si vous n'avez pas de vous-même essayé de faire des notes de synthèse en plus, vous n'y arriverez pas. Parce que c'est une technique à acquérir, et je vous assure que 5 heures, ça passe très vite quand on doit synthétiser les documents qu'on vous donne.
parce que tous les documents doivent figurer évidemment dans la note de synthèse. D'accord? Donc ça, alors en plus, ce sont des dossiers documentaires qui peuvent comprendre des documents divers, hein. Ça peut être Hmm. des articles de doctrine, des articles de journaux, pourquoi pas des arrêts, je crois qu'il y avait ça, des articles. Oui, Bon, oui, il y a eu ça. il y a une très grande diversité des Des documents. articles de loi l'année dernière Voilà, également. il peut vraiment y avoir, et c'est assez déconcertant. Généralement, c'est une bonne trentaine de pages, hein. Enfin, on C'est va dire, entre 20 et 30, je crois que voilà, c'est entre 20 et Neuromédia. 30. Donc, c'est quand même relativement conséquent. Et l'épreuve est destinée à apprécier vos capacités de synthèse et votre qualité rédactionnelle. L'orthographe, lorsque l'on veut devenir avocat, n'est pas un luxe, hein. Donc, je vous le dis tout de suite, on attend de vous quand même que, en termes de syntaxe, d'orthographe, d'impropriété des termes, hein, d'inélégance de style, voilà, d'obstacles à la lisibilité du texte. Attention à votre écriture aussi, hein. Voilà, vous fassiez un effort. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est que si vous faites trop de fautes d'orthographe, il est possible de baisser votre note. Et il y a des Oui, alors correcteurs qui n'aiment pas du tout, mais pas du tout, j'en suis un, les fautes d'orthographe, hein. Mais vraiment, ça, moi, c'est ça avec cette me... précision que, Jean-David, nous rentrons les barèmes, puisque la Voilà, correction se fait en ligne via un logiciel. Et dans le barème, en réalité, la commission nous demande justement d'enlever des points sur les copies, de voilà, donner la possibilité en fait au correcteur d'enlever des points. Et pour revenir sur ce que disait le professeur Dreyfus, l'épreuve de note de synthèse n'est pas une épreuve de connaissance, c'est pas une épreuve intellectuelle en tant que telle. C'est une épreuve en fait dans laquelle on devient fort en répétant un maximum d'exercices. C'est-à-dire que si c'est la quatrième, la cinquième, la huitième que vous faites de votre vie, il y a de très fortes chances que le jour de l'épreuve, vous ayez une mauvaise note. Un très bon candidat en fait à l'épreuve de synthèse, quelqu'un qui est surentraîné, qui en aura fait quasiment tous les samedis, qui se sera auto-entraîné. Des notes de synthèse, il y en a des centaines en ligne. C'est-à-dire, vous aurez les entraînements de l'IEJ, évidemment, c'est nécessaire de les faire. Est-ce que c'est suffisant? La réponse c'est non. Une fois de plus, on réussit le CRFPA avec une discipline personnelle qui consiste en fait à s'entraîner tout seul quand on n'a pas en fait d'entraînement IEJ. On vous a dit les entraînements commencent au mois de mars jusqu'au mois de juin. Janvier, février, vous devez en faire. Vous devez vous entraîner. Si c'est la 15e, la 20e ou la 25e que vous ferez, si tous les samedis matins, vous vous donnez 1 heure ou 2 heures pour lire une note de synthèse, une vingtaine, une trentaine de pages, pendant un premier mois ou 2 mois, vous vous entraînez ne serait-ce qu'à trouver le plan. Et puis, quand vous commencez à trouver les plans, vous commencez à rédiger et vous vous entraînez à rédiger de manière synthétique, précise, avec une règle de syntaxe hyper basique qui consiste à faire sujet, verbe, complément, mot de liaison et j'enchaîne avec une autre phrase. Ces règles-là, aussi basiques soient-elles, et si en plus, cerise sur le gâteau, vous maîtrisez le présent de l'indicatif, et croyez-moi, c'est une denrée rare chez les étudiants, aussi étrange que ça puisse paraître, en fait, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Mais il faut s'entraîner, se surentraîner et répéter l'exercice ad nauseam pour réellement devenir bon dans cette épreuve. voilà. Et l'accord du participe passé lorsqu'on emploie l'auxiliaire avoir, ça obéit à un certain nombre de règles. D'accord? Nous ne sommes pas en Belgique, où, paraît-il, l'Académie belge a décidé que ça n'avait plus d'importance. En France, ça a une importance. Donc, tout dépend de là où se situe le complément d'objet direct. Bien. Donc, sans rentrer dans le détail, parce qu'on ne fait pas de la grammaire, voilà, on compte sur vous pour être et en faire le plus possible. Je redis, ça nécessite d'avoir acquis une certaine méthodologie, hein, quand même particulière. Et il faut que vous êtes entraîné, Nicolas l'a très bien dit, le plus possible. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. Ensuite, c'est une épreuve où il faut essayer de ne pas perdre de points parce que le coefficient est important. Vraiment. D'accord? Donc, il faut réussir d'entrer l'épreuve. Et en plus, vous arrivez, vous êtes plein d'enthousiasme, un peu anxieux, mais plein d'enthousiasme, etc. Et donc, c'est l'épreuve où il faut essayer d'être tonique. Parce que l'enthousiasme, en général, il diminue au fur et à mesure que les épreuves avancent, hein, voilà. Donc, bon, il faut essayer de capitaliser le plus possible dès le départ, y compris sur la note de synthèse. Et comme dit Nicolas, plus vous en aurez fait, moins vous serez déstabilisé par rapport à l'exercice. Des questions? Voilà, donc il faudra en faire. Alors, deuxième épreuve commune, donc à tous les candidats, le droit des obligations. Coefficient 2, durée 3 heures.
L'épreuve en droit des obligations d'une durée de 3 heures. Alors, peut, selon l'arrêté du 17 octobre 2016, puisqu'il y a un arrêté qui organise les épreuves, il peut consister en une dissertation, un commentaire d'arrêt ou texte ou un cas pratique, c'est-à-dire une consultation. Très honnêtement, hein, Nicolas, euh, on sait que ce sera une consultation, c'est-à-dire des questions qui vous seront posées autour d'un cas pratique. Ça a toujours été comme ça, en tout cas depuis que... Ça va pas changer. C'est des cas pratiques sous forme de consultation. Alors parfois ouvert, parfois fermé. On vous demande Oui. des stratégies ou pas de stratégie. Dans l'immense majorité des cas, c'est vraiment un cas pratique déguisé sous forme de consultation. Vous répondez en droit objectif ou objectivement en droit aux questions qui vous sont posées selon la méthode hyper classique qu'on vous enseignait à la faculté, c'est-à-dire le syllogisme. Voilà. Alors, c'est du droit des obligations. C'est pas, on vous demande pas d'être un spécialiste hein, de droit des obligations. C'est des épreuves qui sont faisables par un candidat qui a suivi le droit des obligations à la faculté. Enfin, là, cette année, dans mon souvenir, c'était faisable, très faisable, pour en tout cas d'avoir la moyenne. Parce que je vous rappelle que le but est d'avoir la moyenne. Hein. C'est pas d'avoir 18, encore une fois. Donc, Non, après, c'est sûr qu'avoir 18 en droit des obligations, ça vous donne des points d'avance et que ah ça bah, ça, permet d'avoir une marge pour les autres épreuves, évidemment. je préférerais que vous ayez 18. Mais bon, voilà. Donc, droit des obligations. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus à ajouter. Vous aurez des entraînements au cours de l'IEJ, la préparation, voilà, droit des obligations. Sachant que c'est droit des obligations au sens large, hein, c'est-à-dire qu'on a responsabilité civile et droit général des contrats, et qu'il arrive assez régulièrement que le Ouais. sujet couvre en fait les deux thèmes. C'est-à-dire On qu'il peut y a à la même, fois une question de RC et une question de droit des contrats. on peut Enfin, même dire que plusieurs vous questions de aurez droit les civil. deux. Oui, 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 c'est souvent les deux, hein. C'est souvent les deux. voilà, vous aurez les deux. Et bien sûr, vous aurez droit au code civil, ce qui vraiment va vous aider. Voilà. Et je le dis tout de suite, vous pouvez même mettre des petits, je sais pas comment, marqueurs, des petites marques et arriver avec un code civil avec Oui, plein de les post-it, on a déjà eu la question en effet sur le post-it. chat. Les Voilà. post-it sont autorisés. En revanche, ce qui est strictement interdit, c'est que vous écriviez quoi que ce soit en fait dans les codes. Voilà, ça c'est vraiment, il faut pas le... Vous avez le Alors, droit de faire des flèches, de stabiloter si vous voulez, mais rien ne doit être écrit dans les codes. c'est complètement ridicule. Voilà, franchement. Bon. Pensez bien que vous voulez devenir avocat. Donc, commencez par une fraude. Franchement, je trouve que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Bien, mais bon. Alors, et puis il n'y a pas d'avocat qui fraude, c'est bien. C'est pas du tout. C'est un métier qui n'est rempli que de personnes qui sont parfaitement respectueuses de la loi et de toutes les procédures. Bien. Alors, étant avocat moi-même, je le vis au quotidien. Alors, deux dernières épreuves qui ne sont pas communes, qui sont les épreuves de spécialité et de procédure. Selon la spécialité que vous choisirez, l'épreuve de procédure sera soit imposée, soit il y aura un choix hein, entre deux épreuves. Alors là, il y a des combinaisons. Alors, je parle sous contrôle Nicolas. Il y a 7 combinaisons entre spécialité et procédure. Voilà. Mm. Voilà. Donc, bien sûr, il y a civil, commercial, social, pénal, administratif, droit international européen et fiscal. Civil va avec procédure civile, hein, sauf erreur. Commercial va avec procédure civile. Social va avec procédure civile. Pénal va avec procédure pénale. Hein, grande surprise. Administratif va avec procédure administrative contentieuse. C'est le DIE qui peut varier. En droit C'est ça. international européen et en droit fiscal, vous pouvez choisir soit, parce que c'est vrai que fiscal, c'est une matière qui peut être, et des droits internationaux Qui peut européens, être à cheval, oui, à définitivement. cheval, soit procédure civile, soit procédure administrative ou contentieux. Ça, c'est votre choix. Là, il y a un choix de combinaison. Il y a des internationalistes plutôt privatistes, il y a des internationalistes plutôt publicistes, j'en sais rien, des fiscalistes plutôt privatistes, des fiscalistes publicistes. Voilà. Alors, l'épreuve de spécialité est forcément une épreuve pratique. Donc, c'est des cas pratiques. Hein. Le texte, l'arrêté du 17 octobre 2016 prévoit que c'est une épreuve destinée à vérifier l'aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques. L'épreuve de spécialité dure 3 heures, c'est la troisième épreuve. Elle est affectée d'un coefficient 2. Voilà. Et l'épreuve de procédure, qui a lieu le dernier jour, dure 2 heures et est affectée d'un coefficient 2. Là aussi, c'est généralement
une consultation. Enfin, un cas pratique avec des Un questions cas pratique, à ouais. poser. Ouais. Voilà. Donc, bien. Alors, euh, est-ce que vous avez des questions sur ces épreuves? Donc, qui, je vous rappelle, sont un peu comme les épreuves du baccalauréat national, avec des grilles de correction nationales et un barème national, de façon à unifier les corrections. Une fois que vous aurez composé, il y aura un premier jury, le jury d'admissibilité, d'accord? Et si vous obtenez un moyen, eh bien, vous passerez les épreuves orales, les épreuves d'admission. La phase d'admission qui est ouverte aux personnes qui ont une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20. Si vous avez des points d'avance, par exemple, vous avez bien réussi vos écrits, bien sûr, vous les conservez là, et ça entrera en ligne de compte lorsque l'on délibérera au niveau des admissions. Donc, ça a un grand intérêt de bien réussir les épreuves écrites quand même, puisque ça vous donne des points hein, qui peut-être vous permettront de compenser une mauvaise épreuve orale, par exemple. Mais on repart pas à zéro à Voilà, l'oral, hein. voilà c'est On donc fera il une faut moyenne globale insister. en fait sur toutes les épreuves pour déterminer si vous êtes admis. Ce qui signifie Donc, que si en moyenne vous avez 16 aux écrits, si vous avez que voilà, 4 en moyenne aux oraux, les deux se compensent, vous aurez 10 de moyenne et vous pourrez intégrer l'école des avocats. voilà. Donc, les points d'avance que vous avez capitalisés lors de la phase d'admissibilité peuvent compenser les points que vous perdriez hein, dans la phase d'admission. Alors, deux épreuves orales. L'épreuve de langue, c'est l'anglais pour tout le monde. Coefficient 1. Donc, enseignement. Alors, la nature de cette épreuve, ben, chez nous, c'est le niveau de langue et maîtrise du vocabulaire juridique. Hein, ça, c'est général. Et chez nous, ça repose sur l'étude d'un texte. D'accord? Donc, vous aurez toujours un texte. 15 minutes de préparation, 15 minutes d'oral. Et cette épreuve, donc, c'est un texte, et ces textes vont être calibrés par les enseignants hein, qui les ont déjà sélectionnés et qui vous les enseigneront au cours de l'année. Et il n'y aura pas de surprise. C'est une sorte de portfolio et on extraira un certain nombre de textes et vous serez interrogé sur ce texte. Donc, c'est quand même un grand intérêt de suivre l'entraînement parce qu'on va vous dire ce qu'il faut dire. Alors, voilà. Franchement, moi, je ne peux que vous conseiller quand même de suivre l'anglais. Ouais, de manière générale, on vous conseillera, c'est très opportun de suivre la préparation même pour les épreuves juridiques et la note de Bien synthèse, mais il sûr. serait particulièrement bête de ne pas suivre les cours d'anglais. Alors là, vraiment, c'est se tirer Ah une balle oui. dans le pied, parce que là, véritablement, les IEJ ont une marge de manœuvre. C'est une forme spéciale de l'épreuve qui a lieu à l'IEJ de Paris, qui ressemble, chaque IEJ, en fait, fait passer l'épreuve d'anglais de manière très spécifique. Donc, il faut vraiment s'entraîner avec les personnes qui font les sujets et qui même peuvent être amenées Voilà. à corriger certains d'entre vous. La plus-value existe de manière générale, là, elle existe de manière très particulière pour l'épreuve d'anglais, Voilà. définitivement. Donc, ici, ne pas suivre, c'est vous priver hein, d'un moyen d'avoir une bonne note. Donc, ça, c'est maintenant, c'est votre arbitrage. Mais si vous avez 10 aux écrits et que vous avez une mauvaise note en anglais, vous vous en voudrez parce que ça vous mettra une pression sur le grand oral. Donc, moi, je vous conseille, comme Oui, et Nicolas. puis puisqu'on a siégé, on peut le dire, j'en invité cette arrivée que des gens Ah ben soient oui. plantés à cause de l'anglais, ce qui Eh est oui. dommage, mais c'est pas Quand rare, on ça a arrive. 2 en anglais, c'est mauvais. Et ça peut arriver. Peut-être pas 2, mais 4. Oui. Ça fait des points en moins. Et imaginons que vous ayez 10 et 10 au grand oral. Ben, il vous manque des points. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, l'anglais n'est pas un négliger. Bien. D'accord? Alors, dernière épreuve, probablement la plus importante quand même, en tout cas la plus importante à l'oral, ce qu'on appelle l'exposé de discussion, ou mieux connu sous le nom de grand oral. Alors, cette épreuve, c'est une épreuve qui se déroule après une préparation d'1 heure, au terme de laquelle vous devez présenter un exposé de 15 minutes, et cet exposé est suivi d'un entretien de 30 minutes avec le jury. L'épreuve au total dure 45 minutes. Elle est affectée, cette épreuve, d'un coefficient 4
C'est le plus fort coefficient de toutes les épreuves du CRFPE, écrit comme oral. D'accord? Alors, cette épreuve euh, porte, précise le texte, sur la protection des libertés et des droits fondamentaux. Un avocat est là pour protéger les libertés et les droits fondamentaux. Et il y a un programme, hein, comme pour toutes les épreuves d'ailleurs, hein, il y a un programme officiel de révision. Origine et source des libertés et droits fondamentaux, régime juridique des libertés et des droits fondamentaux, principales libertés et principaux droits fondamentaux. Mais ce n'est pas tout. Ont été intégrés dans le programme du grand oral la culture juridique générale. Un bon avocat, c'est aussi quelqu'un qui a une bonne culture juridique générale. Et donc, outre l'exposé que vous devrez faire et l'échange avec le jury autour de cet exposé, 15 minutes d'exposé, 15 minutes d'échange avec le jury autour de l'exposé, vous aurez 15 minutes de questions sur votre culture juridique générale. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, ça peut être assez vaste. Alors, le but, c'est pas de vous poser des questions justement trop précises sur des points très précis, je sais pas, de la procédure pénale, par exemple. Normalement, c'est pas ça l'objectif. Mais voilà, il y a cette épreuve de culture juridique générale. Par exemple, je sais pas moi, quelle norme du droit de l'Union européenne bénéficie de l'applicabilité directe? Hein, voilà, c'est pas une question ça. Hein, bon, euh, Préciser ici, Jean-David, soyons très honnêtes, on fait passer toi et moi les épreuves depuis quelques années. Le niveau des questions qu'on pose en matière de culture juridique est un niveau première année. Et là, voilà. quand on le formule comme ça, la plupart d'entre vous, vous devez dire, ah ben c'est facile. C'est absolument désespérant de constater à quel point des questions telles que la différence entre un droit réel et un droit personnel, et une question de saisine du Conseil constitutionnel, de qui il compose, quand a été signée la Oui. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qu'est-ce que le droit au logement, des choses qui sont hyper basiques, même sur, par exemple, l'organisation juridictionnelle française. Alors là, j'y reviens 2 secondes. Il y a un aspect absolument scandaleux pour de nombreux candidats qui désirent devenir avocats, donc d'aller plaider devant des juridictions, et qui ne savent même pas comment est structurée l'organisation juridictionnelle française. Déjà, l'universitaire qui va composer le jury va être, pardonnez-moi l'expression, mais déjà époustouflé par cette absence de réponse. Mais imaginez le magistrat et l'avocat qui l'entourent et qui se disent, il veut devenir avocat, il ne sait même pas ce qu'est le tribunal judiciaire, il ne sait pas ce qu'est le CPH, il ne sait pas comment fonctionne le conseil constitutionnel, et il pense que les recours contre l'administration se font devant le tribunal de police. Et je peux vous assurer que des réponses aussi étranges, moi sur le Conseil constitutionnel, j'ai eu il y a 1 an et demi, la réponse suivante, c'est la plus haute juridiction de l'ordre civil français. Voilà. Donc c'est des questions qui sont, à dire C'est vrai, pas le hyper cas. basiques. Le Conseil constitutionnel n'est pas la plus haute Non, juridiction de bon, pour l'ordre public information, c'est pas ça. français. Ouais, c'est pas ça. Hein, C'est pas ça. Donc là, sincèrement, ça a l'air très loin parce que je sais que non, vous allez non, vous mais vraiment, concentrer dans un premier malheureusement, temps, évidemment, sur les épreuves écrites, mais je peux vous assurer qu'il y a des éléments qui malheureusement font qu'on élimine, on met des notes éliminatoires, pas parce qu'il y a mis le temps, mais si on vous met 4 sur 20 au grand taux, l'information envoyée au jury, c'est qu'a priori, il y a des manques, il y a des dysfonctionnements, il y a des carences en fait qui font qu'on cet étudiant n'a pas le minimum syndical en fait pour intégrer une absolument. école des avocats. L'épreuve ne sert qu'à ça. Et quand on voit qu'on pose des questions de niveau première année, et je vous jure, c'est des questions de première année sur la culture juridique, on s'attend nécessairement à des réponses parce qu'on Oui. pense avoir face à nous des étudiants diplômés en droit. Et alors, le pire, c'est quand l'étudiant vous dit, mais ça fait très longtemps que je l'ai fait, monsieur. Alors, ça, si vous voulez, l'étudiant qui ose vous dire que ça fait 4 ans qu'il a fait ça et que c'est extrêmement ancien, ne s'adresse pas à la bonne personne. Hein. Je veux dire, voilà, c'est parce que quand on sera avocat, on va pas dire, bon, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Alors, je vous donne le texte. Le texte précise que doit être apprécié, ou doivent être appréciés au cours de cet exposé de discussion, ce grand oral, les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. Euh, J'insiste bien, il faut arriver à s'exprimer, hein, oralement de bonne façon. C'est aussi important. Imaginez le magistrat qui voit devant lui un candidat
qui s'exprime très mal. Il se dit, voilà, j'ai pas du tout envie de la voir en face de moi, hein, parce que ça va me perdre mon temps, je comprends pas ce qu'il dit, euh, voilà, etc. Donc, il faut quand même penser à qui compose le jury. Et ce qui est attendu, ce jury, il est composé de trois personnes, un universitaire qui est président du jury, un magistrat et un avocat. L'avocat est généralement, Nicolas, sans être méchant, le plus souvent assez bienveillant en fait en général, parce que bon, vous êtes quand même des futurs confrères. Ah, bon, c'est un peu tôt. Le magistrat, il a certaines idées sur les avocats, hein. Voilà. Non, mais c'est vrai, il a certaines idées qui varient. Voilà. Donc, pensez quand même à qui est dans le jury. Il faut que vous preniez quand même en compte cette règle du jeu en quelque sorte. D'accord? Cette règle du jeu. Donc, c'est important. Alors, dernier point, je dirais, à Descartes, enfin à Descartes, pardon, à l'université Paris-Cité, j'ai plusieurs années de retard, donc à l'université Paris-Cité, le grand oral se fonde toujours sur un texte. C'est-à-dire que vous aurez un texte à préparer pendant une heure. Même une décision de justice, on peut dire, a priori. Voilà, généralement une décision de justice. Ça a toujours été notre politique. Ensuite, bon, ça peut changer, mais c'est l'idée, c'est un texte. C'est à partir de ce texte que vous devez présenter, hein, au jury et présenter ce texte pendant 15 minutes selon un plan avec une introduction, voilà. Enfin, une petite chose. Donc ce principe, mais ça peut être des QPC. Hein, Nicolas adore les questions prioritaires de constitutionnalité. Ça peut être des décisions du Conseil d'État, des tribunaux judiciaires, voilà, de tout. Même ça pourrait être une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Je sais pas qui c'est. Hein, voilà. Sachant qu'elles sont longues, donc souvent c'est un résumé qu'on peut Voilà. mettre sur la décision de la Enfin, Cour européenne vous des droits de voyez l'homme, mais bien ça, de sujets, c'est quand même des sujets autour de problématiques de droits de l'homme. Donc, et mais cette précision que c'est pas une épreuve de spécialité, parce que là, on peut mettre par exemple une décision de la chambre criminelle, parce que c'est un problème de droit de la défense, de présomption d'innocence. On cherche pas à déterminer si le candidat en fait est un expert de la matière pénale. On cherche juste à savoir comment il arrive à s'extraire d'une décision, après nous avoir raconté les faits évidemment, pour recontextualiser et basculer en fait cette décision dans un contentieux DLF et comment la solution s'inscrit en fait dans ce qui a été dit avant et les évolutions récentes en fait de cette question. Donc c'est vraiment une épreuve DLF, c'est pas un commentaire d'arrêt de spécialité. Si ça arrive sur une preuve déloyale fournie dans le contentieux prud'homal, on s'attend pas à ce que vous soyez un spécialiste du droit du travail, du droit social. On s'attend juste à ce que vous connaissiez les grandes tendances des règles de la preuve et la manière dont le droit à la preuve a pu émerger en, en, en face en fait de cette exigence de loyauté. Donc c'est vraiment pas une épreuve de spécialité, c'est une épreuve de DLF et de contextualisation d'une question juridique dans ce grand maelstrom qui est devenu en fait les droits et libertés fondamentaux depuis maintenant une trentaine d'années. c'est une matière donc transversale, vous voyez, donc qui est aussi bien accessible aux privatistes qu'aux publicistes. Hein, c'est vraiment. Et c'est en effet, il ne s'agit pas d'être un spécialiste, mais il peut y avoir des questions de droits et libertés fondamentaux dans une jurisprudence fiscale. Une perquisition fiscale peut poser des problèmes. Vous voyez, enfin, je veux dire, voilà. Bah, On c'est là sait, qu'il y a la majorité des QPC dans ce pays, hein. voilà, Avant le exactement. Donc, pénal, c'est le fiscal, hein, où il y a le plus de QPC exactement. Donc, soulevés et renvoyés au Conseil constitutionnel. c'est un sujet vraiment qui pose des questions. Alors, pourquoi souvent les QPC? Parce que vous savez bien que c'est l'objet même de la QPC, quoi, de la protection des droits et libertés fondamentaux. Bon, mais les QPC, c'est pas forcément les décisions les plus faciles, toujours, hein, comment. Bon, ce qui veut dire qu'il faut que vous prépariez à cela, que vous fassiez, donc, d'une part, le programme, vous courriez le programme, et que vous exerciez à la méthode du commentaire. Alors, dernier point, c'est les directeurs de l'IEJ en local qui préparent les sujets. Oui. Vous voulez dire, les cours qui vont être donnés, normalement, ils vont être enregistrés. Donc, ils seront en ligne. La plateforme, elle ne ferme pas jusqu'à la fin de l'année. Accessible. Donc, vous êtes inscrit. Formellement, je crois que vous pouvez, si je pense 31 décembre, j'en sais rien, mais enfin bon, je ne sais pas quand change la plateforme. Enfin, jusqu'au grand oral, vous y aurez accès. Le grand oral, en général, chez nous, il est en novembre, deuxième quinzaine de novembre. Voilà. Tu n'as plus ton micro, Nicolas. Mais voilà. Mais oui. Classique. Oui, ça reste accessible pendant toute l'année Voilà. civile, donc il n'y a pas de souci.
Donc, c'est pas, vous n'avez pas besoin de vous préparer tout de suite au grand oral. Mais bon. Donc, voilà, c'est nous qui les élaborons et donc c'est assez varié. C'est les directeurs, le directeur, on verra comment que la configuration est à ce moment-là, mais bon, qui élabore ces sujets. Donc, c'est fait en local et l'idée, c'est des sujets de droit et liberté fondamentaux. D'accord? Mais en effet, on n'a pas à être spécialiste de ces questions. Vous aurez d'ailleurs des sortes d'entraînement au grand oral aussi pour vous familiariser avec ce que c'est que parler 15 minutes. Parce que c'est long, hein, d'expérience. Très franchement, vous parlez rarement 15 minutes. Vous parlez moins. Oui, et Voilà. puis ça représente le jury y accorde, enfin les trois examinateurs y accordent de l'importance à l'occupation de temps-parole, puisqu'on vous donne jusqu'à 15 minutes, on vous coupera si ça dépasse. Alors moi, l'année dernière, j'ai pas eu de mauvaise surprise de ce côté-là, il n'y a rien de catastrophique, mais c'est vrai qu'il y a eu des jurys qui m'ont dit quand l'étudiant avait duré 5 ou 6 minutes. C'est pas rédhibitoire, mais c'est très compliqué de Non. commencer l'épreuve ainsi. Vous partez vraiment, enfin, il va falloir sortir une paire de reins pour arriver à récupérer des points derrière. Et j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose que dit souvent le professeur Dreyfus, n'oubliez pas que si déjà vous avez des soucis avec la prise de parole, alors on conseille de vous entraîner, surtout que le jour J avec le stress, il n'y a C'est aucune ça. chance pour que vous soyez meilleur, vous voyez, Voilà. Mais qu'en temps normal. c'est très, très rare. Ça peut exister. Mais que vous soyez à votre meilleur le jour du grand oral. En général, vous êtes très stressé, un peu énervé, vous attendez un petit peu. Voilà, c'est en général, donc vous n'êtes pas, vous arrivez un peu de bafouiller, etc. Donc bon, donc c'est pas toujours le. Parfois, c'est la prestation formidable, hein, c'est arrivé. Le problème qu'il y a eu cette année, il y a eu un 19 ou un 20. Donc, vous voyez, ça arrive. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, si c'est strictement rien, parce que vous ayez 20, 10, le but c'est d'avoir. Mais 20 quand même, au grand oral, c'était pas avec moi, hein. Donc, mais bon, voilà, ça arrive. Donc, il y a peut-être des gens qui font des prestations parfaites, hein, ça arrive. Donc, mais vous allez être quand même généralement un peu stressé. Sachant qu'on ne s'improvise pas grand orateur, hein. Une fois de plus, si vous avez très peu pris la parole en travaux dirigés, si vous n'êtes pas de nature à aimer parler, il faut s'entraîner. La prise de parole, c'est quelque Maintenant, chose, c'est la maîtrise du temps, du souffle, du vous rythme, de avez, la vitesse. vous avez Ça tout se sur prépare. place chez vous, vous pouvez vous entraîner. Vous prenez et vous parlez, je sais pas, pendant 15 minutes. Voilà. Non, mais ça paraît anecdotique, mais ce n'est pas si simple que ça de parler en public pendant 15 minutes ou face à ce public-là en plus. Vous savez, particulièrement attentif à ce que vous allez dire. D'accord? Donc, entraînez-vous. Nicolas a tout à fait raison, aussi en termes de respiration, de cadence. J'ai commencé comme ça. Non, mesdames, messieurs du jury, voilà, non, ça ne peut pas commencer comme ça. Hein, commence À cet égard, si je peux me permettre un conseil, hein, parlez-vous en face d'un miroir, regardez un peu comment les tics que vous allez avoir, ou pire, mais ça c'est un des pires exercices, mais un des meilleurs, hein, enregistrez-vous. S'enregistrer, regarder comment ça vous permettra de voir un petit peu les tics de langage et la vitesse à laquelle vous parlez, et vous arrivez un petit peu à gommer ce qui peut. Il y a des gens qui parlent beaucoup trop avec les mains, d'autres qui, comme moi, parlent à une vitesse supersonique. Il faut arriver à le gommer, il faut arriver à en avoir conscience et essayer au moins à la marge de corriger les défauts qui sont très visibles. le but, c'est que votre jury vous suive. Hmm. D'accord? Quand on perd son jury, vous vous rendez compte très vite. Et donc, vous êtes nécessairement en train de voir ce que dit le jury. Donc, ce qui est compliqué parce que vous êtes sur vos notes, vous dites pourvu que je ne dise pas une bêtise. Donc, déjà, vous essayez de suivre le plan que vous avez fait et vous n'y arrivez pas. Et il faut énoncer le plan et comment je vais faire mon grand B. Et voilà, et vous voyez les minutes qui s'égrènent, et en même temps, vous voyez que l'avocate commence à regarder son téléphone. Là, ouais. Il faut vous mettre dans des situations déstabilisantes parce que ça va être exactement comme ça, hein. Il faut, voilà, c'est grand oral. Mais quand vous serez en audience, vous verrez, c'est rien. Donc, et en général, c'est pas 15 minutes que vous aurez, c'est le magistrat vous dit, c'est fini. Ah, 10 minutes, c'est déjà trop, on vous a trop entendu, etc. Donc, vous auriez envie de parler plus longtemps. Là, il faut que vous astreigniez à parler ce temps. Mais vous y arriverez. De toute façon, je le répète, le but, c'est pas de vous sanctionner. Le but, c'est de voir si vous avez le niveau. Il y a un certain nombre d'attentes de cette qu'on doit retrouver dans votre prestation.
Des questions? Nicolas veut peut-être ajouter quelque chose. Oui, alors j'ai eu beaucoup de questions quand même sur le chat. J'ai toutes répondu, mais dans l'immense Ah, majorité des cas, dans l'immense majorité des cas, les questions que que vous vous posez, vous trouvez les réponses en ligne. Mais alors, juste, euh, je sais que vous êtes né avec le numérique, mais vous n'êtes pas une génération numérique. Considérez que pour vous, il y a deux sources d'informations valables, légitimes, utilisables. La première, le site de notre IEJ oui. sur notre site, la page de notre IEJ sur notre site internet Université Paris-Cité. Si vous tapez Université Paris-Cité IEJ, le premier résultat Google est le bon. Donc, allez-y. Les informations notamment sur l'emploi du temps, sur le timing, sur comment va se dérouler l'année, tout est là, sur les inscriptions, etc. Donc, tout est en ligne. Alors, c'est dans un petit onglet à droite pour trouver les différentes informations que vous cherchez, mais ça y est. Deuxièmement, en ce qui concerne les conditions de l'épreuve, l'arrêté, la composition de la Ah, oui. commission, pareillement, faites attention à Google, n'ouvrez que la page du CNB. L'épreuve, c'est le CNB qui est derrière les programmes, etc., et derrière la commission nationale. Donc tout est hébergé. Si vous posez des questions sur les post-it, sur ce que vous pouvez apporter, sur les épreuves, sur la date de l'épreuve, sur l'heure de l'épreuve, sur ce qui est possible de faire, pas faire, et le timing, tout est en ligne. Et si vous êtes de très bons juristes et vous avez encore une question, vous avez l'arrêté du 17 octobre 2016. A priori, vous avez été formé pour savoir le lire, ce qui serait déjà un bon postulat pour passer l'épreuve. Tout est en ligne sur ces trois sites, sur Légifrance, le site de l'IEJ et le site du CNB. Toutes les questions qu'on m'a posées aux presque, en fait, vous trouverez les réponses en ligne. Elles y sont toutes. Voilà. Donc oui, je vois que Nicolas a passé beaucoup de temps à répondre aux questions du chat. Merci. Parce que Alors, pour la dernière, je la fais comme ça, je l'écris pas. Est-ce que le typex au stylo plume, c'est possible? Vos Ah, copies sont numérisées, ce qui permet d'assurer rien. l'anonymat et que les correcteurs les corrigent chacun en temps réel sans attendre de pouvoir s'en mettre des copies. Et cette numérisation impose deux choses obligatoires. Un, pas de stylo plume parce que ça bave. Et surtout, 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 pas de typex et pas de blanco parce que ça vient se coller sur les buses en fait qui font avancer les pages dans le cadre de la numérisation. Donc ça bloque la machine, ça devient un enfer pour tout le monde. Donc le jour de l'épreuve, on vous dira des stylos billes ou des rollers et pas de Tipex, pas de Blanco pour les épreuves. Voilà. Comme quoi, ça sert d'être pénaliste, parce qu'on s'y connaît bien. Alors, mais évidemment, le jour de l'épreuve, plein viendront avec du Tipex et Ouais. du stylo à encre. Et là, ils viendront nous voir. Monsieur, est-ce que je peux utiliser? Alors, vous êtes majeur, vous prenez vos responsabilités. S'il y a une partie de votre copie qui est illisible, ce sera votre responsabilité. On vous aura prévenu. On n'est pas responsable du fait que vous bariolez votre copie de Tipex parce que vous avez l'impression que ça la rend plus jolie. Non, c'est votre problème. Si ensuite ça affecte votre copie, c'est comme ça. D'accord? Donc, vieillez-y. Et surtout, comme vous disiez, mademoiselle, utilisez la copie, madame, utilisez la copie et utilisez un stylo. Habituez-vous à le faire. De toute façon, ce que vous n'aurez pas de surprise. Oui, on peut que barrer. Pourquoi pas? C'est pas, on peut barrer, hein, c'est pas. Ou l'effaceur. Oui, L'effaceur classique. voilà. Et puis, il y Ça a marche. aussi, vous savez, maintenant, il y a les fusions, je sais pas quoi, il n'y a pas de stylos qui s'effacent. Mais Si si. sur oui, les fusions gel, il y a une possibilité de les Voilà, effacer. puis, allez, ne vous inquiétez pas, la papeterie s'est développée de façon extrêmement importante. Mais vraiment pas de Tipex, pas de Blanco. Et pas de Voilà. souris. Maintenant, vous viendrez avec, bien entendu, et je sais très bien que vous l'utiliserez quand même. Mais vous avez tort. On vous aura prévenu. La souris n'est pas le meilleur ami de l'homme, et surtout pas quand il passe au CRFPA. Parce que si jamais ça se... Et alors, en plus, le prestataire informatique sera très mécontent. Donc, je ne sais pas ce qui sortira de votre copie. Bon, blague à part, je pense que vous pouvez... C'est pas très grave. Moi, ça ne me choque pas. Est-ce que vous avez des questions? Donc, vous voyez, il y a un programme qui vous attend et c'est un programme complet. C'est un menu complet qui commence dès maintenant. Si vous voulez réussir le CRFPA, je sais que vous ferez des prépas d'été certains parce que vous pensez qu'il faut faire une prépa intensive d'été, que ça vous permettra. Et de toute façon, ni Nicolas, ni moi, n'y pouvons rien.
On vous dira. Non, mais on va les recevoir après l'épreuve. Les étudiants viendront Voilà. nous voir en nous demandant comment ça se fait qu'ils ont échoué alors qu'ils ont vraiment passé tout l'été. Et j'ai eu 6 étudiants qui sont venus en même temps dans mon bureau. Je les ai regardés. Je leur ai dit, et vous pensiez réellement réussir le CFPA en le préparant 2 mois? Voilà. Et c'est juste pas possible, à moins que vous soyez brillantissime. Mais partons de l'idée que personne ne l'est. On est des juristes, donc on va redescendre en termes d'humilité. Il n'y a pas de génie chez nous. Il y a des gens qui ont besoin de travailler pour réussir des épreuves. C'est le cas de tout le monde. 2 mois l'été, ça ne suffira pas. En fait, l'épreuve a déjà commencé pour tout le monde. Donc on s'y met ce soir. Le mieux, ce serait de s'y mettre hier. Voilà. Donc, vous avez compris, vous rentrez chez vous, vous prenez une note de synthèse sur Internet et vous commencez. Mais surtout là, ils ont les sujets, de toute façon, ils vont être corrigés la Voilà, semaine c'est tout. prochaine. Donc, vous C'est tout. relisez les sujets, vous les préparez, et la semaine prochaine, on les corrige tous ensemble. Je m'occupe du pénal et de la procédure pénale, donc on va passer du temps ensemble pour ceux qui sont pénalistes. Vous allez passer du temps avec des gens qui vont corriger une épreuve. Vous pouvez pas la corriger en aveugle, d'accord? En mode, bah, je connais pas le sujet, mais on va le corriger. Ce soir, vous rentrez, vous regardez tous les sujets qui correspondent à vos spécialités, et la semaine prochaine, on en discute. Bien. C'est pour ça qu'il faut bientôt mettre fin à cette séance, parce qu'il faut que vous puissiez rentrer chez vous, préparer les sujets pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Euh, oui, oui. Est-ce que les fonctionnalités sont tellement mises en action à partir de maintenant? Les fonctionnalités sont pleinement mises en action. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, je pense, sur Moodle, par simple bonne raison qu'on n'y a pas mis grand-chose, je pense, à ce stade. Mais par exemple, par Nicolas, tu n'as pas ton micro. Oui. Il y avoir la note de synthèse en termes de méthode qui doit être accessible. Pour le reste, les Pas tant actualisations, les d'outils liens au fur Zoom, et à ça arrivera mesure. après. mais par exemple, tu peux pas, par rapport aux autres, mais il y a marqué, on ne peut pas se concentrer sur le cours. Ah oui, parce que c'est Monsieur Duron qui va faire votre inscription pédagogique. Et une fois que votre inscription pédagogique sera faite, vous aurez accès aux ressources. Donc, je pense que c'est parce que ce n'est pas encore fait, votre inscription. C'est-à-dire les matières que vous allez passer. Donc, c'est normal. Euh, Oui, mais parce il fait une inscription pédagogique globale, il ne traite pas, voilà, il pourrait vous ouvrir les droits, vous les dire à tout le monde, mais je sais qu'il fait personne par personne. Mais ça va, de toute façon, ça va s'enrichir et vous pourrez y accéder. Donc, Moodle est opérationnel, mais ensuite, peut-être comment dire, les inscriptions pédagogiques ne vont pas achever. Bon, ce stade, il n'y a pas grand-chose. Mais ça va s'enrichir au fur et à mesure. J'ai répondu à votre question. Ouais, voilà. Oui, monsieur. On garde le bénéfice de l'examen. Si vous avez réussi le CRFPA, je crois que c'est 30 ans, j'en sais rien, je ne sais pas exactement, mais vous n'êtes pas obligé d'entrer à l'école. Je ne sais pas, Il n'y a pas d'obligation de rentrer directement, non. ouais, directement, je ne sais pas, de plusieurs dizaines d'années. Je pense pas qu'il y ait une limite temporelle. C'est pas caduque, hein. Vous avez réussi. Ensuite, bon, c'est autre chose. Mais beaucoup de gens n'entrent pas immédiatement à l'école parce qu'il faut montrer. Oui, en fait, c'est illimité, mais il faut regarder. Parfois, il y a des écoles qui disent nous, on les prend que si vous avez réussi au cours des Voilà. 5 dernières années. Je ne suis pas intimement convaincu que la condition soit vraiment légale, mais voilà, en principe, voilà, vous l'avez eu. C'est quand même un Oui. titre, hein, c'est un droit d'entrée, hein, donc vous l'avez eu. Enfin, ça peut être 15 ans plus tard. Mm. Voilà. Oui, non, non, absolument. Vous pouvez aller dans n'importe quelle école d'avocat. Ah oui, oui. Réussissez le CRFPA ici. Vous êtes sur la liste qui vous permet d'aller dans n'importe quelle école sur le territoire français. Vous pouvez très bien aller à Poitiers, je sais pas, à Bordeaux, voilà. C'est même souvent mieux, hein. Non, mais non, mais je veux dire en termes euh, je dis pas de climatologie, hein, je parle d'effectifs, voilà, Encadrement? d'encadrement, etc. Parce que le Mm. FB, donc l'école de formation du barreau de Paris à Issy-les-Moulineaux, il y a beaucoup d'inscrits, hein. Je crois qu'on est à 1000, entre 1500 et 1800, ou voilà, au moins. Voilà. Et il y a les Au moins, oui. ouais, même Mm. plus que ça. Donc, oui, donc, rien ne vous oblige à rester à Paris. Donc, ça, c'est plus à vous de décider ensuite. Troisième question. Mais non, mais pourquoi?
quand on a les résultats, Une fois qu'on a les résultats, oui, un peu de temps, c'est bien. c'est tout de suite. Enfin, vous vous inscrivez, vous avez parce que dès que ça s'ouvre, il y a une période, tout le monde s'inscrit au même moment. Donc, quand les résultats sont le lundi matin, alors là, l'école reçoit, mais il y a des préinscriptions, je crois, dans mon souvenir. Donc, vous pouvez vous préinscrire. Et ensuite, vous validez votre inscription une fois que vous êtes admissible. Voilà. Mais c'est rapide parce que les écoles. Mais peut-être qu'en province, c'est peut-être un peu différent. J'avoue que je ne sais pas ça. Je sais pas. Ouais, ça commence, Mais, les formations commencent toutes à peu près au mois de janvier, voilà. Mais février, là, donc ça a commencé. généralement, ouais. Si vous voulez commencer, oui, les résultats ont été le 2 ou 3 décembre. Ils commencent. Enfin, l'école de formation du barreau de Paris, les cours ont commencé. Ensuite, vous savez, vous avez plusieurs temps dans votre formation. Vous avez les PPI, enfin plusieurs types voilà. Donc, ça, c'est autre chose. Mais c'est tout de suite, en général. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Par rapport à la bibliographie, est-ce qu'il y a une liste qui va nous être communiquée pour les matières choisies, enfin les options, pardon, Vous entendez choisies? quoi par là? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut réviser les manuels de révision ou ce qui est Oui, autorisé le jour de l'épreuve? non, plutôt les ouvrages qui sont conseillés pour les révisions. Ah oui, bon alors de manière générale, alors je parle pour ma paroisse, Ouais, j'ai tendance à, il y a une recommandation basique, c'est un, il faut toujours travailler sur des ouvrages qui sont actualisés. Ça c'est la base. C'est-à-dire, il faut des ouvrages actualisés. Il y a des collections qui sont spécialisées dans les préparations d'examens et de concours, donc qui sortent chaque année une mise à jour. Il faut surtout trouver, me semble-t-il, des ouvrages qui sont lisibles, c'est-à-dire un précis d'Alos pour réviser le droit des obligations, c'est impossible, ça sera illisible au cours de l'année, donc c'est pas du tout le conseil qu'on peut vous donner. C'est trouver quelque chose qui est lisible et surtout un auteur ou en tout cas une plume que vous arrivez à lire et comprendre avec aisance. Et ça, on peut pas vraiment se mettre à votre place. Donc il faut un manuel ouais, qui fait maximum 200-300 pages, qui est actualisé et avec lequel vous n'avez pas de difficulté de compréhension. Et moi, là, j'ai du mal à me mettre à la place des oui. étudiants. Je ne sais pas quel manuel vous aurez, avec lequel vous aurez plus de facilité. Juste faites très, très, très attention à la date de mise à jour. Il faut travailler sur le droit positif. Voilà, mais je crois pas qu'on puisse vous donner le conseil d'un ouvrage, hein. Il n'y a pas un ouvrage Moi, je miraculeux, le fais pas. Non, moi, je le fais pas. Ouais. voilà, Je le fais pas. qui vous permettra de réussir. Non. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bien. D'autres questions? Bon, il y en a une dernière, tu sais, sur la règle quand on est M1, M2, etc. Alors, il y a un décret qui vient d'être adopté pendant les vacances, vacances de Noël, qui permet en effet en fait, de passer, de passer malgré l'exigence légale du Master 2 pour devenir avocat. Le décret qui a été adopté pendant l'hiver, en fait, permet en fait, de passer l'épreuve alors qu'on est en Master 1. Et sauf erreur, Jean David, je crois que la lecture, c'est de dire, c'est le jour où vous allez arriver sur le marché du travail comme avocat que vous devez être titulaire du M2, ce C'est-à-dire que qui vous ne permet, pourrez pas avoir le CAPA si vous n'avez pas votre M2, quoi. C'est ça. voilà. Que Mais vous ce qui signifie validez que dans le votre cadre du M2, PPI, voilà, comme on le faisait avant, on peut faire le voilà, M2 dans le cadre du c'est PPI, ce ça. qui permet en fait d'arriver le jour J avec le CAPA et le Master 2 validé, mais vous Oui, pouvez passer enfin, le CRFPA avec le Master 1. Après, statistiquement, c'est voilà, rare. C'est rare, c'est faut pas mentir. Ouais. pas vraiment recommandé, mais voilà. Donc oui, on peut faire le M2 dans le cadre du PPI au CRFPA. En tout cas, Oui, il y a des dans l'école des oui. avocats, moi je sais, je l'ai fait à Marseille, le CRFPA, c'était quelque chose qui était totalement toléré, était possible. Voilà. Non, mais même. Alors là, on ne vous entend pas du tout. Je ne sais pas si vous parlez. Nella, je crois que la connexion n'est pas top. Éventuellement, posez la question par écrit qu'on puisse vous répondre sur le chat. Non, on vous comprend pas, ça fait que sauter en fait. Vous devez avoir un problème de connexion, donc écrivez la question sur le chat pour qu'on puisse vous répondre. Non, c'est plusieurs personnes qui parlent en même temps. Bon, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Si vous n'avez pas d'autres questions, et bonne préparation, bonne année, et à très bientôt. De toute façon. Et je redis, Paris Cité à ouvrir. D'accord? Pour avoir accès à vos deux. Bon. Je vais arrêter l'enregistrement et vous remercier à tous pour votre attention.